René Monory, liberté des prix des services en 79. Renault American Motors, accord signé. Cambodge, l'appel de Sihanouk contre l'annexion vietnamienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pardon pour ce retard dû à des raisons techniques. Les prix encore un peu plus libérés depuis quelques heures. Le ministre responsable René Monory a même annoncé que désormais ce serait aux consommateurs de se substituer au pouvoir public pour contrôler les prix et les tarifs. Cela signifie donc que les organisations de consommateurs doivent se renforcer pour constituer un véritable contre-pouvoir. Et le ministre de l'économie, joignant le geste à la parole, a annoncé que les libraires pourront dans quelques mois établir librement le prix des livres qu'ils vendent, donc suppression des prix conseillés. En revanche, des professions trop fermées, et c'est le cas des taxis parisiens, ne verront pas leur prix libéré de sitôt. René Monory explique pourquoi il a donné de l'air à ces deux grands secteurs, le commerce et l'industrie. Il faut cependant, dans ces deux domaines, distribution et services, prendre quelques précautions. D'une part, les habitudes du passé, l'habitude contractée avec le contrôle des prix, ont besoin de changer. Il nous faut donc signer avec la distribution des contrats de consommation et de concurrence qui, en quelque sorte, fixeront une charte de la distribution. Et en ce qui concerne les services, il faut introduire des contrats de modération qui aboutiront progressivement à la liberté. Et à la fin de l'année, plus de contrôle. À la fin de l'année, plus de contrôle, mais il reste néanmoins, et je tiens à le signaler, un certain nombre de professions fermées où la liberté d'installation n'existe pas, la liberté de nombre de distributeurs ou de services. Et dans ces conditions, pour cela, ils resteront sous contrôle en attendant que les professions soient ouvertes. Je crois que c'est important. Il ne s'agit pas de donner la liberté à des monopoles, il s'agit d'avoir la véritable concurrence que nous souhaitons. Bien, prenons un exemple concret, celui des teinturiers, des pressings, qui pourront désormais pratiquer librement les tarifs qu'ils veulent, à condition de publier très clairement les prix qu'ils pratiquent, et donc de respecter une sorte de code de bonne conduite. Dans toutes les laveries et teintureries de France, cette affiche, avec les prix officiels et obligatoires, imposés par le gouvernement, va bientôt disparaître. Pour les teinturiers, cela risque de changer beaucoup de choses. Et bien sûr de remettre en question leur tarification. Par la même occasion, le consommateur devra payer en moyenne un peu plus cher le nettoyage de ses vêtements. Avec l'ancienne méthode, c'est-à-dire les prix fixés, on était tranquille au point de vue pensée pour le travail, tout ça. Quelqu'un pensait pour nous. Maintenant, évidemment, ça va entraîner toute une série d'arithmétique, quoi. C'est la libre concurrence. Il y a ça aussi, oui. Bien sûr. C'est le but d'ailleurs. Alors, si je vous donne ma chemise à nettoyer, oui. est-ce que son nettoyage va augmenter? Ben, je l'espère pas personnellement, parce que je pense que la chemise, déjà, le prix déjà fixé est très bien, quoi. Mais en revanche, le prix du drap doit être augmenté, parce que vu les charges que ça représente, le travail que ça représente, les draps, le prix est relativement faible, enfin, d'une certaine façon. Et si je vous donne mon costume? Le costume aussi, c'est un prix aussi qui a été fixé au plus juste et il mériterait d'être relevé. Et si ma femme vous pareillement, donnez... en ce qui concerne une robe simple, quoi, pas une robe fantaisie, une robe simple, oui, je pense, oui. Puisque ce sont des prix fixés, ça mériterait une légère augmentation aussi. Et puisque nous parlons prix, sachez que les impôts locaux des Parisiens devraient augmenter pour l'année prochaine de 20%. C'est la faute au préfet, a dit le premier adjoint au maire de Paris, Christian de la Malène. Quoi qu'il en soit, 20% c'est très gros, donc pour les Parisiens. Autre prix qui devrait grimper, ceux de l'électricité. La facture sera élevée et relevée en tout cas, a annoncé le ministre de l'Industrie, André Giraud, qui a par ailleurs ajouté que dans certains cas exceptionnels, le secteur privé pourrait soulager l'EDF. Le ministre parlait des entreprises et des collectivités qui possèdent des groupes de production autonome d'électricité. La première réaction des syndicats est négative. Cette déclaration, dit la CGT, n'est pas celle d'un ministre qui a le souci de l'intérêt général. Le Cambodge maintenant, avec avant toute chose ces stupéfiantes révélations du prince Sihanouk à Paul Nahon. Je crois que ce sont des déclarations qui ne se commandent pas, elles s'écoutent, mais surtout elles se regardent. Alors, regardons-les. Monsieur, je l'ai dit à Pékin, je ne veux plus jouer de rôle politique. J'en suis dégoûté, moi. Et pour quelle raison, monseigneur? Mais regardez, je suis payé toujours d'ingratitude et de haine. Malgré tous les efforts que j'ai faits pour mon pays, on me dénigre. Je dis on, c'est-à-dire les Cambodgiens eux-mêmes. Quant au régime de Pol Pot, non, il ne m'a pas fait grand-chose, mais enfin, permettez-moi de dire que
je ne suis pas communiste. Le communisme, c'est une religion. Le bouddhisme est une autre religion. Nous embrassons deux religions différentes. Je ne peux tout de même pas, en tant que bouddhiste, vivre toujours en pays communiste. Monseigneur. Je ne peux pas. Je vis en Chine, qui est un pays communiste, mais non, pas en tant que Chinois, mais en tant qu'invité étranger, en tant qu'hôte étranger de la Chine. Donc je peux vivre, mais si je vais au Cambodge, je vivrai en tant que sujet de M. Pol Pot. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je n'ai pas l'habitude de vivre sous un régime communiste et dans un cadre communiste. Vous devez être conscient du danger que vous courez tous, du fait que vous êtes en train de laisser un pays disparaître tout simplement de l'histoire et de la carte du monde, du fait de l'annexion du Cambodge par le Vietnam. Oui, il y aura toujours un Cambodge d'étiquette, comme il existe en Laos d'étiquette. Mais si derrière cette étiquette, vous n'avez que le Vietnam, alors voudriez-vous, France, voudriez-vous, et les autres pays, voudraient-ils qu'on vous envahisse comme ça et qu'on vous conserve seulement le nom, l'étiquette de France et X, Y, Z, et derrière cette étiquette, il n'y a plus rien? C'est l'envahisseur, c'est le colonisateur qui règne en maître. C'est un appel parfois tragicomique, mais tout de même assez pathétique. Son déclaration recueillie à New York, et c'est là que le prince entend défendre à la tribune de l'ONU la cause de son pays. À son tour, l'ancien vice-premier ministre et l'ancien président du gouvernement Khmer Rouge ont demandé le passage en Thaïlande pour se rendre à Pékin. Je vous disais hier que tous les pays socialistes avaient approuvé l'intervention du Vietnam et la mise en place du nouveau régime au Cambodge, tous à l'exception d'un seul, la Roumanie, qui aujourd'hui, une fois de plus, fait cavalier seul au sein du monde communiste. Moscou, en revanche, se réjouit bruyamment. Rendez-vous compte, dit l'agence TASS, le régime Pol Pot a fait 2 millions de morts. Paris, de son côté, souhaite la mise en place à Phnom Penh d'un régime, je cite, authentiquement indépendant, démocratique et pacifique. La France est très sensible aux souffrances qu'endure le peuple cambodgien depuis plusieurs années, a dit le porte-parole de l'Élysée à l'issue du Conseil des ministres de ce matin. Voilà pour la réaction des uns et des autres. Je voudrais maintenant que nous comprenions, à l'aide de Jacques Abouchard, les racines du mal khmer d'un peuple en guerre permanente. Ce n'est pas la première fois que le Cambodge est menacé de disparition en tant que pays. Je crois que dans le passé, il a eu maille à partir à la fois avec le Vietnam et avec la Thaïlande. Il a eu maille à partir surtout avec le Vietnam, de façon beaucoup plus grave. En 1834, par exemple, il avait été pratiquement annexé, avec une statut qui était un statut d'une rigidité extrême. Il s'est libéré par un soulèvement populaire, mais il faut bien ajouter que si la France n'était pas venue en 1863, le Cambodge n'existerait plus. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer un soulèvement populaire pour défendre qui finalement? Un pouvoir Khmer Rouge qu'on disait sanguinaire? Il peut y avoir un soulèvement populaire, pas immédiat, je ne crois pas, mais il est inévitable. Pour une raison très simple, c'est que les Vietnamiens ont une peur physique des Cambodgiens. Et ceci les conduit aux pires extrémités. C'était ça dans le passé, c'était ça encore très récemment. Et là, il est probable que, à ce moment-là, le peuple se soulèvera. Alors, à votre avis, est-ce qu'une résistance s'organiserait plutôt sur le nom de Sihanouk ou autour du pouvoir, de l'ancien pouvoir Khmer Rouge? Tout dépend si cette population est soutenue par des discours à la radio de Sihanouk. Avec des appels réguliers, je pense que la chose peut véritablement évoluer en sa faveur. Mais vous avez entendu comme moi tout à l'heure le prince Sihanouk, il se dit dégoûté par la politique. Alors est-ce que vous avez l'impression qu'il va, disons, s'effacer, rentrer définitivement dans le rang? Il est dégoûté par la politique, mais s'il a suffisamment de motions lui demandant de devenir le symbole de la résistance, eh bien je pense qu'il se laissera faire. Et entre Sihanouk et les Khmer Rouges, vous pensez que c'est une séparation définitive? Je pense que les Khmer Rouges tels qu'on les a tristement connus, ces Khmer Rouges ont disparu de l'histoire pratiquement. L'Iran maintenant calme. Aujourd'hui à Téhéran, la neige doit y être pour quelque chose, mais elle ne peut masquer les difficultés toujours aussi grandes du Shah.
Voilà maintenant que les Américains, de plus en plus inquiets par l'arrêt du robinet pétrolier, demandent chaque jour avec plus d'insistance, mais jamais officiellement, le départ pur et simple du Shah. Janvier 78, la consécration des relations États-Unis-Iran. Carter, accueilli par le Shah à l'aéroport de Téhéran. Un an plus tard, janvier 79, hier à Washington, on faisait savoir très indirectement mais très officiellement qu'il serait souhaitable que le Shah quitte son pays provisoirement entre guillemets. Le Premier ministre, M. Bakhtiar, assuré de l'appui des Américains, a confirmé ce départ, en insistant sur le terme provisoire, mais sans que l'on sache encore très bien quelle sera la réaction de l'armée qui aujourd'hui encore semble en majorité opposée au départ du Shah. L'armée est pour défendre nos frontières. L'armée est pour sauver notre indépendance nationale quand elle est menacée. Je puis donc vous dire que j'aurai, et j'espère, les meilleures relations possibles avec l'armée. Deuxième point d'interrogation, la réaction de la rue. Lundi, il y avait encore quelques milliers d'Iraniens dans les rues de la capitale. Aujourd'hui, les responsables du Front National, en réclamant le départ définitif du Shah, ont lancé une véritable déclaration de guerre au gouvernement de M. Bakhtiar. Le Shah, dont le New York Times disait que sa fortune était l'une des plus importantes du monde. Revoilà Monseigneur Lefebvre, le porte-drapeau des catholiques intégristes, est à Rome. Aujourd'hui, il devrait rencontrer dans les jours à venir, et pour la seconde fois, le pape Jean-Paul II. Victor Vramont a pu interroger Monseigneur Lefebvre. Est-ce que vous arriverez à une réconciliation avec le pape, Monseigneur? J'espère. Pas avec le pape, on n'a rien contre le pape, c'est une question... Enfin, avec le Vatican. Oui, c'est ça. Jean-Paul II vous a montré des signes de confiance dernièrement par ses déclarations? Tout à fait, oui. Un peu avant 11 h, Monseigneur Lefebvre arrive au Vatican. Il sera reçu par le cardinal Sepper, responsable de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ce qu'on appelait auparavant le Saint-Office. Cela veut dire très nettement que le processus de réconciliation entre Monseigneur Lefebvre et le Vatican est engagé. 40 minutes plus tard, Monseigneur Lefebvre quitte le Vatican. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut que Monseigneur Lefebvre accepte les décisions du Concile Vatican II et qu'il fasse sa soumission au pape. Monseigneur Lefebvre va-t-il renoncer à ses convictions? Mais c'est demain la conférence. Demain le grand jour alors. Demain le grand jour, voilà. Confiance? Ah oui, j'espère, oui, pourquoi pas. Vous comptez à nouveau rencontrer le pape? Attention. Demain, deuxième entretien au Vatican. Un Français dans un camp de rééducation en Uruguay depuis près de 5 ans. Il est accusé d'avoir eu des contacts avec les Tupamaros, les rebelles du pays, et de falsification de cartes d'identité. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que sa famille a décidé de parler, car l'état de santé de Frank Oswald se dégrade gravement. Il a un pied cassé, il souffre d'asthme et il est très faible. Sa sœur a pu le rencontrer il y a quelques jours à Noël grâce aux dons de camarades de lycée qui lui ont payé son avion. Une entrevue qui n'a pas vraiment rassuré la sœur et la mère de Frank Oswald. Dans le jardin où je l'ai vu et où on a pu parler quand même assez librement, il m'a parlé de sévices continuels, de passage à tabac pratiquement tous les jours, de mauvaise nourriture. Et justement, son pied cassé vient du fait d'os trop fragiles, de manque de nourriture. Vous êtes la mère de ce garçon, vous l'avez vu récemment aussi? Je l'avais vu en avril et personnellement ce sont des visites des prisonniers les uns côté des autres. Il a dû m'appeler parce que j'étais totalement incapable de reconnaître mon fils. Nous avons parlé en espagnol, le français qui est sa langue complètement maternelle et qui parlait parfaitement il y a 2 ans, il ne peut plus faire une phrase cohérente. J'ai vu quelqu'un, et je dis, je suis même pas sûre que c'est mon fils que j'ai vu, et c'est pourquoi je souhaitais tellement que ma fille aille à Noël, parce que je savais qu'à Noël, il y avait cette visite, et que là, elle pourrait peut-être le voir marcher, voir comment il allait. J'ai eu l'impression, et j'en ai fait part à M. Lévite, que sa santé est extrêmement mauvaise, mais je ne pouvais pas le prouver. Et M. Lévite est le conseiller du président Giscard d'Estaing en matière de politique étrangère.
Au Conseil des ministres aujourd'hui, outre la libération des prix dont je vous parlais tout à l'heure, une communication sur l'emploi des cadres. Le gouvernement va développer la formation et le recyclage, va améliorer le placement et engagera des actions particulières en faveur des cadres âgés qui se trouvent en chômage de longue durée, c'est-à-dire la pire des situations. Dans les prochains jours sera lancée justement dans la matière une expérience d'embauche portant sur 1000 emplois. Et puis une déclaration du chef de l'État qu'il faut commenter, je crois, une déclaration sur le désarmement. La France n'envisage pas de participer à une éventuelle négociation sur les armements de la zone grise. Oui, mais qu'est-ce que la zone grise? Alors vous allez nous l'expliquer. Bon, alors si vous voulez, reportons-nous d'abord 4 jours en arrière, c'est-à-dire reportons-nous aux entretiens de la Guadeloupe. Valéry Giscard d'Estaing a dit à ses 3 partenaires de la Guadeloupe que la France n'entend pas participer à des négociations sur la limitation des armements, dans la mesure où ces négociations sur la limitation des armements mettraient en cause la force nucléaire française. En fait, c'est une réaffirmation de la position française constante depuis De Gaulle sur le caractère indépendant de la force de dissuasion française qui ne doit absolument pas être comptabilisée dans les forces de l'OTAN. Bon, alors, jusqu'à présent, les Américains et les Soviétiques ont mené 2 séries successives d'entretiens qu'on a baptisées SALT 1 et SALT 2, qui portaient sur le plafonnement des forces nucléaires, de leurs propres forces nucléaires. Mais alors maintenant, on devrait voir s'ouvrir à brève échéance une nouvelle négociation qui, bien entendu, sera baptisée SALT 3 et qui portera précisément alors sur cette fameuse zone grise. Je repose ma question. La zone grise, en gros, c'est l'Europe, s'il faut schématiser. Oui, c'est la zone des défenses avancées, c'est la zone du champ de bataille potentiel, c'est ce qui se trouve de part et d'autre de ce qu'on appelait naguère le rideau de fer. Hein. Et c'est précisément dans cette zone grise que se trouvent les armements nucléaires français, les missiles nucléaires français. Et ces missiles français, la France n'entend pas les réduire ni en quantité ni en qualité, tant que les choses resteront ce qu'elles sont, c'est-à-dire tant que les super grands, eux, continueront, malgré tous les plafonnements imaginables, de bénéficier, si l'on peut dire, d'armements absolument ahurissants. Autrement dit, Paris donc attend avec réserve, beaucoup de réserve, les SALT 3. Paris n'entend pas y participer parce que le gouvernement français ne veut pas subir en matière des armements la loi des plus forts, des super grands. Et cela dit, alors il faut tout de même ajouter que Paris a sa propre proposition de désarmement, c'est-à-dire la conférence sur le désarmement en Europe de l'Atlantique à l'Oural. Renault à la conquête du marché nord-américain, l'automobile, 9 mois de gestation, de négociation et ça y est, grâce à l'accord signé cet après-midi à Detroit avec American Motors Corporation, c'est-à-dire le plus petit des constructeurs américains, eh bien Renault devrait s'implanter plus solidement aux États-Unis. Renault qui traverse une bonne passe en ce moment, malgré une année difficile, la régie a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10% en 1978, ce qui dans ce contexte est une belle performance. Annoncé le 31 mars 1978, les accords Renault-American Motors auront mis 9 mois avant d'être officialisés. Aujourd'hui, la R5, le car aux États-Unis, a des chances de s'implanter sur un marché qui s'est toujours refusé aux constructeurs français. En 9 mois de négociations, les obstacles n'auront pas manqué, d'ordre juridique d'abord, de parité de monnaie ensuite. Aujourd'hui, ces obstacles sont gommés. La régie Renault dispose aux États-Unis d'un réseau de 2800 concessionnaires. En 1978, nous aurons vendu environ 15 000 Renault 5 aux États-Unis et un peu plus de 6 000 au Canada. L'objectif, c'est de multiplier par plusieurs multiples ce chiffre-là, avec le temps bien sûr, mais déjà dès 1979 de le doubler. Par rapport à Peugeot, Citroën, Chrysler, est-ce que votre politique est totalement différente? Je veux dire, est-ce que la croissance qui est celle de Renault est basée sur d'autres éléments que ceux de Peugeot, qui est un rassembleur en fait? Oui, je pense que ce qui différencie la politique des deux entreprises, des deux groupes, c'est d'une part la politique de croissance par acquisition pour nos collègues, et pour nous-mêmes une politique que nous avons appelée politique de croissance interne, c'est-à-dire développement de notre gamme et développement de nos marchés. Est-ce que la régie Renault mise beaucoup sur les accords American Motors? Elle mise beaucoup, évidemment. Bien sûr, les États-Unis sont un marché parmi d'autres. Vous savez que nous sommes présents dans beaucoup de marchés du monde. Mais cette perspective de développer nos ventes aux États-Unis est quelque chose d'important et qui va se développer dans sa croissance sur un nombre d'années assez long. Nous ne progresserons pas d'une façon spectaculaire du jour au lendemain, même avec l'assistance du réseau d'American Motors qui assurera non seulement la vente, mais aussi l'après-vente, le service de nos véhicules sur un territoire qui est très vaste. Canard boiteux de l'industrie automobile américaine, American Motors ne représente plus que 2% de son marché national.
Les accords conclus avec Renault lui permettront de survivre. Une aubaine pour General Motors, Ford et Chrysler, qui risquaient de tomber sous le coup de la loi antitrust. Une ombre subsiste cependant, ni la R5 ni la R18 ne seront assemblés aux États-Unis. Grève aujourd'hui des convoyeurs de fonds. Les grévistes, en majorité force ouvrière, réclament surtout des mesures de sécurité plus efficaces. Deux affaires récentes à Créteil et à Nantes ont mis en lumière les problèmes que traverse cette profession, qui comporte de nombreux risques car ce ne sont pas toujours de vrais professionnels qui l'exercent. Un prochain décret du ministère de l'Intérieur devrait clarifier la situation. François Cornet. 3 secondes. Ces hommes sont postiers et convoyeurs de fonds au PTT. Ceux-ci appartiennent à une société privée de transport de fonds. Tous sont entraînés à la riposte de façon intensive. Les convoyeurs de fonds sont en France près de 4000. Ils transportent chaque jour 1 milliard de francs nouveaux dans 800 véhicules blindés. Ils ont parfois des allures de cow-boys, mais ne vous y trompez pas, ce sont en fait de vrais professionnels de la gâchette surentraînés et triés sur le volet, notamment au PTT et dans les grandes sociétés privées. Nous avons toujours employé des hommes sûrs, expérimentés, des hommes que nous avons choisis bien sûr, à la suite d'une enquête très approfondie, très sérieuse, des hommes que nous avons testés également dans un premier temps, pour voir s'ils étaient capables justement de manier une arme dans les meilleures conditions de sécurité. Le métier de convoyeur de fonds exercé en France depuis plus de 20 ans n'est réglementé jusqu'à ce jour par aucun texte particulier. Et pourtant ces hommes, dans leurs fourgons blindés, transportent parfois des sommes pouvant atteindre le milliard de centimes. Le moment le plus dangereux pour eux est celui où ils descendent de leur camion pour déposer leurs sacs dans des succursales de banque et celui où ils sortent d'un supermarché par exemple pour remonter dans leur véhicule blindé avec le montant de la recette. C'est l'instant où ils sont le plus exposés aux balles des gangsters. Un convoyeur a été blessé le 2 janvier dernier à Nantes. 2 autres, le 23 décembre dernier à Créteil sur un parking de Carrefour dans l'attaque de ce fourgon de Sécuricor. Seul, le 3e convoyeur est ressorti indemne. C'est là qu'on a entendu des rafales de mitraillettes épouvantables, ça tapait de partout, derrière, devant... Ça mitraillait même à l'arme lourde. Le blindage, heureusement, a tenu le coup, le hold-up a échoué. Ces blindages, je vous le précise, ont été soumis aux vérifications du laboratoire de la préfecture de police il y a 2 ans et les spécialistes de la préfecture de police de Paris ont reconnu que nos blindages étaient d'une qualité tout à fait supérieure. Par conséquent, le problème des blindages est un problème que nous avons résolu au mieux de l'intérêt du personnel et de la clientèle. Oui. Mais le blindage et l'armement ne suffisent pas à assurer une parfaite sécurité des convoyeurs. L'administration des PTT, elle, l'a compris depuis longtemps. Elle équipe ses postes centrales et certains de ses bureaux de SAS, dans lesquels entrent les fourgons blindés pour charger et décharger les fonds, une mesure simple que la Fédération des transporteurs de fonds aimerait voir se généraliser. Nous pensons que, à la suite des 2 dernières attaques de convoyeurs de fonds à Créteil et à Nantes, il y aura d'autres dispositions qui devront être prises par les pouvoirs publics. En particulier, le système de chargement des camions dans des sas à l'intérieur des établissements, chaque fois que cela est possible, doit être généralisé. Le décret réglementant la profession de convoyeur de fonds devrait être publié fin janvier. Il prévoit 3 convoyeurs armés par fourgon blindé, mais pas de SAS. Cela demande des investissements que devront faire les banques ou les grandes surfaces, à l'exemple des postes, pour mieux protéger ces hommes qui gagnent entre 3 et 4 000 francs par mois pour transporter leur argent. La sécurité se paie. 15 ans de réclusion requis contre Marcel Auvray, le gorille, qui il y a 1 an et demi avait tué un jeune homme de 17 ans. Une 3e audience plutôt mouvementée, de violentes bagarres ont éclaté en début d'après-midi devant le palais de justice de Paris, où s'étaient retrouvés de nombreux amis de la victime. Le verdict, je pense, dans le journal d'Hervé Claude, vers 23h. L'affaire du Bételgeuse maintenant. Hier, on pleurait les morts, et bien aujourd'hui, on cherche les responsables. Et dans les cas graves, la solidarité entre pétroliers ne joue plus. Une polémique oppose maintenant la société américaine Gulf Petroleum, qui est propriétaire du terminal, à la compagnie française de navigation, qui est l'armateur du Bételgeuse. Chacun essayant de faire porter sur l'autre la responsabilité de la catastrophe.
À mots couverts, les responsables de la Gulf Petroleum ont commencé par faire planer des doutes hier sur la conformité du navire français aux règlements de sécurité internationaux, soulignant que le Betelgeuse ne disposait pas du système de sécurité le plus moderne et le plus efficace, dit au gaz inerte. De leur côté, les représentants de la compagnie française de navigation, qui affirment que le Betelgeuse était parfaitement en règle, l'asperçaient leur étonnement devant le refus de la société américaine de laisser interroger publiquement le seul témoin oculaire de la catastrophe. Il y avait en effet un homme dans la tour de contrôle de lâcheté, il a tout vu, mais mis au secret, il ne peut pas parler. Lui seul, pourtant, pourrait dire si un incendie s'est effectivement déclaré à bord longtemps avant l'explosion, comme l'affirment certains habitants de l'île de Whiddy. Selon certains bruits, il se serait écoulé une demi-heure entre les premières flammes et les explosions. Si cela est vrai, pourquoi le dispositif anti-incendie du terminal n'a-t-il pas été déclenché? Comment se fait-il aussi que certains passagers du Betelgeuse aient eu le temps de passer des gilets de sauvetage et de se rendre au bout de la jetée pour attendre les canaux avant d'être soufflés par la déflagration? Ces questions jettent à leur tour la suspicion sur la Gulf Petroleum, suspicion renforcée par la mise au secret du seul homme capable d'y répondre. Et à l'instant, une dépêche me dit qu'il faut désormais parler de 51 morts. Un technicien de la compagnie française de navigation, M. François Séménen, avait en effet été envoyé samedi sur le Betelgeuse pour effectuer quelques travaux. Donc 51 morts. Un autre pétrolier français connaissait des ennuis aujourd'hui dans la Manche, le Miralda, qui jaugeait plus de 200 000 tonnes en avarie partielle de machine, qui a pu lui être escorté par un bateau de la Marine nationale vers Cherbourg. Les nouvelles déquintuplées de Nancy, dont je vous annonçais la naissance pendant le journal hier, eh bien, leur état général reste fragile, mais sans aggravation pour le moment. Les 4 garçons et la petite fille présentent des difficultés de respiration. La météo maintenant, eh bien, la météo temps venteux et pluvieux sur l'ensemble du pays. Les températures ont souvent dépassé la barre de 0 degré. Demain, eh bien, temps toujours couvert avec pluie et vent fort, froidir dans le nord et neige en montagne au-dessus de 600 mètres. 2 doigts de sport pour vous dire qu'en ski, Fabienne Serra a remporté aujourd'hui le slalom géant de l'Aclusa devant l'Autrichienne Regina Sackel. Et puis en hippisme avec les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé qui se disputera demain à Cagnes-sur-Mer. Vous le voyez parmi les 19 partants du prix de la Côte d'Azur. Elle a choisi le 17, le 12, le 19, le 15, le 16, le 18 et le 11. D'autres chiffres maintenant avec ceux du loto. J'espère que vous n'allez pas vous mélanger dans ces chiffres. Voici donc la combinaison gagnante, le 14, le 18, le 20, le 34, le 40, le 41, numéro complémentaire, le 24. Dernier rendez-vous avec l'actualité ce soir vers 23h30, 23h15 même. Le dernier journal vous sera présenté par Hervé Claude. Et puis demain à midi, c'est Patrick Lecoq que vous retrouverez pour la première tranche d'information de la journée. Ainsi s'achève un peu rapidement l'actualité de ce 10 janvier. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous et puis à demain, j'espère.